Alors évidemment, la question de, je fais pas forcément la différence entre un BGS, un bilan carbone, on va parler de démarche carbone d'une manière générale. Pourquoi aujourd'hui une collectivité ou une entreprise doit se lancer dans ce type de démarche? On a parlé des aspects obligatoires, mais il y a évidemment les aspects volontaires. C'est-à-dire que quand on parle de la réglementation, c'est un petit peu le bâton pour faire avancer, et nous, en tant que APCC, on essaie plutôt de mettre en avant la carotte pour dire, en fait, vous allez le faire et ça va vous apporter. Alors la question qui nous est souvent posée, c'est quoi faire un bilan carbone ou une démarche carbone, à quoi ça va servir? Ça va servir à répondre à une question qui est je souhaite faire des choses en termes, vous avez vu c'est moderne, ça affiche tout seul. Je souhaite faire des choses pour mon entreprise ou ma collectivité, mais par quoi commencer? Est-ce que je dois commencer par trier les déchets? Est-ce que je dois travailler sur mes déplacements? Est-ce que c'est un audit énergétique? Est-ce que c'est des achats responsables? Par quoi commencer? Les démarches carbone, en fait, même si on est sur un monocritère, on est sur l'indicateur CO2 équivalent, ça va nous permettre de répondre à cette question. Comment ça va nous permettre de répondre à cette question? Parce qu'on va pouvoir faire une photographie des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise ou de la collectivité, et cette photographie va nous permettre de dire voilà l'impact de l'énergie, voilà l'impact des déplacements, voilà l'impact des amortissements, et donc la priorité c'est forcément d'aller chercher les économies de gaz à effet de serre là où il y a le plus d'émissions. C'est là où on va être le plus efficace en termes de temps ou euros investis, économie de CO2 à la clé. Donc la photo, elle est forcément nécessaire parce qu'elle nous aide à définir la stratégie. Quoi agir en priorité? Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est le point de départ, en fait. C'est-à-dire que souvent, quand on a commencé à faire des bilans carbone il y a 10 ans maintenant, à l'époque, on ne savait pas ce que c'était un bilan carbone, donc on disait j'ai fait mon bilan carbone, tout le monde applaudissait, c'était super, et puis on était très content, l'entreprise ou la collectivité a fait son bilan carbone, c'est déjà génial. Aujourd'hui, ça suffit pas, c'est le minimum. Quand on dit j'ai fait mon bilan carbone, la question c'est oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous en avez fait derrière? Donc de cette photo, l'idée, ça va être de voir quelle est la hiérarchisation des postes d'émission et quel est le plan d'action qui est mis en face. Et souvent, quand on démarre une démarche carbone, la première question qu'on nous pose, c'est combien de tonnes de CO2 on émet. Et en fait, une fois qu'on a mis en place la démarche carbone, c'est même pas la valeur qu'on retient. C'est plutôt ma priorité, c'est les déplacements, l'énergie, les immobilisations ou le bétail, suivant le secteur dans lequel on est. Enfin, évidemment, c'est adapté à chaque cas particulier. Et vraiment, cette notion de hiérarchisation des postes, c'est la clé en fait de toutes ces démarches, parce qu'une fois qu'on a hiérarchisé, on va pouvoir agir et on va agir par ordre de priorité. Alors, ça c'est une slide qui est un petit peu ancienne, mais qui est quand même la slide pour résumer en un mot quel est l'intérêt de faire ce type de démarche. Il y a évidemment l'aspect environnemental, je réduis l'impact de mon entreprise ou de ma collectivité, mais on sait qu'aujourd'hui c'est pas un critère suffisant pour convaincre tout le monde de faire, et ça tombe bien qu'on ait d'autres arguments pour le faire, et un des principaux arguments, c'est cette micro-équation qui est indiquée là, c'est quand vous comptez le CO2, vous comptez à 85% vos consommations d'hydrocarbures, donc le pétrole, le charbon et le gaz. Donc quand en fait vous faites un bilan carbone, vous faites un espèce de super audit énergétique dans lequel vous allez rajouter, au-delà de ce qui se passe dans votre chaudière, vous allez rajouter l'énergie nécessaire pour vos déplacements, l'énergie grise pour la fabrication de vos matières premières, l'énergie liée au traitement de vos déchets, et donc vous avez une vision globale de l'impact de l'entreprise ou de la collectivité, de sa vulnérabilité énergétique large. Pourquoi ça nous intéresse ? Et souvent, quand on nous parle du CO2, on nous dit ouais, mais bon, le CO2, c'est 5 euros, 7 euros la tonne sur le marché du CO2 européen. Bon, c'est pas très intéressant, on n'en fait pas grand-chose. Ce petit calcul que je vais vous présenter, il vous montre pourquoi on a intérêt à agir. Alors, c'est un calcul assez simple. On va regarder ce qui s'est passé entre 2000 et 2013 au niveau d'une tonne de CO2. Qu'est-ce qui se passait quand j'émettais une tonne de CO2 en l'an 2000 et puis j'ai rien fait du tout en termes d'action, j'ai continué à émettre cette tonne de CO2 en 2013. Quand on brûle 1 litre de pétrole, ça émet à peu près 3 kg de CO2. Donc ça, vous mettez un aspirateur derrière votre pot d'échappement et si vous avez envie de vous amuser, c'est ce que vous allez obtenir. Sachant qu'un baril fait 159 litres, si je multiplie 159 par 2,76, ça fait 438 kg de CO2. Donc quand on brûle un baril de pétrole, on émet à peu près 400 kg de CO2. Donc si je veux savoir, en émettant une tonne de CO2, combien j'ai brûlé de barils, je vais diviser 1 par 0,438, et ça me dit que ma tonne de CO2, elle représente l'équivalent de 2,3 barils quand elle est issue de pétrole. Est-ce que vous savez à combien était le prix du pétrole en 2000 à peu près ? 80 $? 50 ?
Non, c'était $20. C'était même $15 en 99. Et alors, à combien il est aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire, c'est bien, le pétrole, il est pas cher, parce qu'il est en train de baisser. 90, voilà. Aujourd'hui, on a un pétrole pas cher qui est à $90. Donc, il a été multiplié quasiment par 4 quelques années. Donc, si je fais le delta de ma tonne de CO2 qui a consommé 2,3 barils et que mon baril, il prend $70, à l'arrondissement du taux de change près, j'ai une tonne de CO2 qui m'a surcoûté 131 € la tonne. Ça veut donc dire que si j'ai rien fait du tout en termes de plan d'action, tout ce qui a émis du CO2 d'origine fossile m'a surcoûté 130 € la tonne. Donc, quand on va réduire ces émissions carbone, on va aussi réduire cette vulnérabilité-là. C'est ça l'intérêt de ce type de démarche. On est à la fois bénéfique d'un point de vue environnemental et à la fois bénéfique d'un point de vue économique. Et c'est assez intéressant parce qu'en ce moment on nous dit le baril de pétrole il est pas cher, il est à $90. Effectivement c'est pas cher, sauf qu'entre-temps l'euro s'est affaibli. C'est bon pour nos exportations, mais ça veut dire qu'on paye l'énergie plus cher. Donc je vous ai épargné les courbes du prix du baril sur les 10-15 dernières années, mais c'est quelque chose qui monte bien comme il faut et qui peut ralentir ponctuellement sur des périodes de quelques mois, mais qui est en tendance lourde et assez important. Alors justement, une petite évolution des prix. Alors c'est assez surprenant de voir comme c'est difficile de trouver les prix en fait de l'énergie sur les 15 dernières années parce qu'il y a plein de façons de compter. Là, je suis allé chercher sur le ministère de l'Environnement. C'est une unité qui est commune à toutes les énergies mais qu'on n'a pas l'habitude de manier, c'est les 100 kWh PCI. Donc le pétrole, entre 2000 et 2013, il a fait 259%. Le gaz, il a fait 229% et le charbon, il a fait que 186%. Donc l'intérêt de la démarche carbone, c'est qu'on va comptabiliser tout ça. Il y a ce qui se passe directement dans l'entreprise ou la collectivité et ce qui se passe indirectement. On prend en compte les déplacements domicile-travail, les collaborateurs, le directeur de l'entreprise ou de la collectivité peut dire ça c'est l'affaire de mes salariés, ils se débrouillent. Sauf qu'on sait que les salariés, plus ça leur coûte cher de se déplacer, plus c'est des problématiques de pouvoir d'achat, d'absentéisme, de turnover, etc., etc., etc. Donc il y a un intérêt de passer de la photographie carbone, la photographie, vulnérabilité énergétique et qu'est-ce qu'il y a comme enjeu derrière. Et on passe d'une logique de ça va me coûter de l'argent d'investir pour réduire mon impact carbone à si j'investis pas, ça va me coûter de l'argent parce que tous ces prix-là, ils vont s'envoler. Alors évidemment, là, présenté comme ça, c'est super attractif. Il y a du travail derrière pour aboutir au plan, à la photographie, au plan d'action. Ça nécessite de collecter des données, ça nécessite de mettre des personnes derrière pour s'intéresser, et puis des euros pour investir dans les plans d'action. Mais on a des temps de retour qui sont assez intéressants. Quelques exemples justement d'action. Donc, on a parlé de la biomasse. Voilà, on a plein d'exemples d'hôpitaux, d'entreprises qui ont converti leur chaufferie à la biomasse. Ça permet de diviser par 10 les émissions de gaz à effet de serre. Ça fait tout de suite des économies assez significatives. On passe d'une énergie fossile, que ce soit le gaz au fioul, à une énergie 100% renouvelable. Le bois, en France, il n'y a aucun problème de gisement, donc on peut y aller. Et on passe aussi souvent de l'énergie la plus chère à l'énergie la moins chère. Le centre hospitalier de Périgueux, par exemple, pour ne pas les citer, ils ont mis en place une chaufferie biomasse, ils ont réduit leur facture énergétique de 30%. Donc là, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et en plus, on le verra, il y a des aides de la part notamment de l'ADEME pour financer des actions de ce type. Un autre exemple sur la logistique, donc ça c'est une entreprise dans le secteur de la grande distribution où à partir de son bilan carbone, il a été fait appel à l'enjeu logistique est ressorti comme un des enjeux prioritaires. Il y a évidemment des émissions de CO2 économisées grâce à une optimisation de la logistique, mais surtout ils se sont aperçus qu'en fait l'économie potentielle liée aux préconisations de l'audit sur la partie logistique amortissait en une année 10 fois le coût du bilan carbone. Pour eux, c'est tout de suite très intéressant, ils se rendent compte qu'il y a des économies de euros à la clé. Alors, des actions, il y en a plein. L'idée, c'est d'essayer de brasser. Sur l'éco-conception, par exemple, de travailler, vous voyez, on est à 0,2 grammes sur une canette. Alors, évidemment, quand on achète un soda, c'est pas, on le sent pas, les 0,2 grammes. Par contre, quand on produit 2,4 milliards d'unités, ça finit par faire quelques tonnes à la fin, quelques euros de matières premières et quelques tonnes de CO2 également. Donc, c'est intéressant de réfléchir aussi sur l'approche produit, sur l'ensemble du périmètre pour voir les économies qui peuvent être en interne ou en externe, chez les clients, chez les fournisseurs et sur toute la logistique.
Dernier exemple, on en a parlé un petit peu tout à l'heure sur les plans de déplacement des entreprises et des collectivités locales. C'est souvent intéressant, on a des retours d'entreprises qui sont aperçus qu'en fait, en travaillant sur cet enjeu-là, ils arrivaient à créer une dynamique d'entreprise, un projet fédérateur pour finalement créer du lien dans l'entreprise, réduire l'absentéisme, préserver le pouvoir d'achat des collaborateurs. Et finalement, c'est bénéfique pour l'entreprise également, même si au départ, ça bénéficie pour ses salariés. Vous avez une éco-calculette sur le site de l'ADEME qui est assez intéressante, parce que quand on fait des démarches carbone, on s'aperçoit que la distance moyenne domicile-travail, c'est une quinzaine de kilomètres à peu près. Et le salaire médian en France, il est aux alentours de 1 500 – 1 600 euros. Et donc quand vous faites 15 km par jour le matin et le soir, donc 30 km, et que vous mettez ça dans l'éco-calculette ADEME et que vous êtes tout seul dans votre voiture, ça vous coûte à peu près 1 mois et demi, 2 mois de salaire pour venir vous déplacer et venir travailler. Donc ça veut dire que les collaborateurs, dès qu'on leur explique que quand ils vont covoiturer, c'est plus le 15 novembre qu'ils travaillent pour financer leur mode de déplacement, mais c'est le 10 décembre par exemple, tout de suite ils y trouvent un intérêt. Donc c'est vraiment une démarche qui est gagnant-gagnant pour l'entreprise ou la collectivité. Donc Antoine va vous parler du lien et de comment organiser cette démarche bilan carbone avec la démarche RSE de l'entreprise. Merci Olivier. Alors, déjà, je parle de responsabilité sociétale de l'entreprise, donc étant donné qu'aujourd'hui il n'y a pas que les entreprises, je vais me concentrer sur responsabilité sociétale. Donc Olivier dit que je m'excuse beaucoup, donc excusez-moi pour effectivement avoir fait le lien entreprise alors qu'il y a d'autres organisations dans la salle. Alors, effectivement, le bilan carbone, on en parle souvent d'un point de vue thématique environnementale, et moi ce que je voulais souligner, c'était faire un petit teasing pour la journée responsabilité sociétale de Jacques. Je te vois plus mon Jacques, il est parti? Non. Donc de décembre à Paris. Et la responsabilité sociétale, donc déjà, est-ce que tout le monde sait ce que c'est dans la salle? Vous avez le droit de dire non, parce que tous les jours je rencontre des gens qui me disent qu'ils ne savent pas ce que je fais. Donc la responsabilité sociétale, c'est la manière pour les entreprises, pour les organisations d'atteindre ce qu'on appelait le développement durable. Donc c'est une définition qui a été justement définie par la norme ISO 26000. Et pour faire une petite parenthèse, donc la norme ISO 26000 n'est pas une norme certifiable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être certifié ISO 26000. En revanche, on peut dans chacun des pays se faire évaluer via des outils propres. Et donc l'AFNOR a développé son propre outil d'évaluation qui est la FAC 26000, mais il y a d'autres outils aussi qui sont développés en France. Donc la responsabilité sociétale, donc il y a 7 questions centrales qui sont développées dans cette norme, donc gouvernance, droits de l'homme, relations, conditions de travail, environnement, loyauté des pratiques, questions relatives aux consommateurs et tout ce qui est communauté de développement local. Alors d'un point de vue intuitif, quand on parle de bilan carbone et de responsabilité sociétale, on se dit super, je vais pouvoir nourrir mon discours, ma démarche, etc. sur la thématique environnementale. Et donc effectivement, d'un point de vue purement démarche, on va aller avec un bilan carbone nourrir le fait que dans la question centrale, en fait, on a des domaines d'action qui sont des sous-parties de chaque question. Et donc, on a un domaine d'action qui est atténuation des changements climatiques et adaptation. Donc, très clairement, quand une entreprise fait son bilan carbone, elle peut aller dire dans cette structure de prise de parole, elle peut dire, moi, j'ai fait mon bilan carbone. Donc, ce que nous, on va dire, volontaires et combattants de la responsabilité sociétale, ce que l'on aimerait, ce vers quoi on tend, c'est de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas là pour cocher des cases en disant, moi, c'est bon, j'ai fait mon bilan carbone, donc le domaine d'action 3 de la question centrale environnement, terminé, on n'en parle plus. Donc l'objectif, c'est de bien faire comprendre que le bilan carbone, c'est une démarche, mais qui va en fait nourrir toutes les questions centrales. Alors, je ne parle pas des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme, c'est une question centrale un peu compliquée dans n'importe quel monde de l'entreprise ou de l'organisation en France, parce que c'est un sujet où on se dit tous, moi je travaille, et c'est vrai, c'est-à-dire que les domaines d'action droits de l'homme, à partir du moment où on est une entreprise française qui ne travaille pas à l'étranger, il y a beaucoup d'acquis du fait des droits, de l'obligation réglementaire qui fait que les enjeux droits de l'homme ne sont pas les enjeux prioritaires pour une entreprise installée en France. Donc du coup, j'ai pas donné d'exemple, mais au moins toutes les entreprises qui travaillent à l'export, c'est un enjeu hyper important.
Mais la question centrale gouvernance, ça va être obligatoirement impactée par votre démarche, bilan carbone, parce que vous allez avoir des process qui vont être modifiés et une manière de piloter la gouvernance de votre entreprise qui va être influencée par ça. On a relations et conditions de travail. Donc Olivier en a commencé à en parler, mais on a tout ce qui est télétravail, covoiturage, prévention des risques, formation, parce que votre plan d'action peut tout à fait contenir ce genre d'action. On a environnement en plus de la démarche, parce qu'on va être dans l'éco-conception et sur la prévention aussi de pollution. Loyauté des pratiques, tout ce qui va être dans votre contrat fournisseur aussi peut venir alimenter la loyauté des pratiques, parce que dans le cadre d'un bilan carbone, vous pouvez vous rendre compte que vos relations fournisseurs avec vos fournisseurs sont peut-être pas assez poussées d'un point de vue prévention des émissions de carbone, notamment que ce soit au niveau du transport, mais peut-être aussi de l'éco-conception, et aussi au niveau du droit social. On va avoir questions relatives aux consommateurs, parce que votre bilan carbone peut vous amener à mieux éduquer, mieux informer les consommateurs, et donc du coup c'est quelque chose qui va vous permettre de venir nourrir cette démarche-là, tout en ayant aussi une démarche de protection de la santé et sécurité grâce à une démarche bilan carbone. Alors je refais juste, du coup j'en profite pour faire une petite parenthèse sur la comparabilité des bilans carbone. Donc intrinsèquement dans la méthode, on ne peut pas comparer, c'est pas parce que Airbus le fait par rapport à Boeing, la méthode nous interdit de dire je suis meilleur que lui parce que tout simplement justement parce que la méthodo, mais je sais vite, on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable si tout le monde n'a pas pris le même référentiel, et le périmètre d'une entreprise n'est pas totalement le même pour une autre. Donc à faire attention, il y a des indicateurs, l'ADEME travaille beaucoup sur l'étiquetage environnemental, donc on pourra comparer des étiquetages environnementaux, mais le bilan carbone, vous pouvez pas comparer vos résultats. On va faire une journée technique entière là-dessus. Et donc, communauté de développement local, parce que dans votre démarche bilan carbone, vous allez recourir à des prestataires locaux, avec des associations, et c'est des choses qui vont peut-être nourrir aussi cette question centrale-là. Alors, ce que je veux que vous reteniez là-dessus, c'est qu'en fait, la responsabilité sociétale, c'est une manière de voir les choses structurée en essayant d'oublier rien du tout dans ce qui va être dans la responsabilité de l'entreprise ou de l'organisation. Et cette structure-là, elle va permettre d'organiser votre discours de manière la plus percutante possible et pertinente, sans faire de redondance et sans oublier d'enjeux positifs ou négatifs. Donc, le fait qu'on ait une structure bien cadrée qui permette de parler de son bilan carbone en même temps que sa démarche QSE, en même temps que sa communication financière, etc., c'est l'avantage de la responsabilité sociétale. Ça permet de mieux impliquer vos parties prenantes, inexorablement. On va parler de communication responsable parce que évidemment ça va permettre de parler sans greenwashing, évidemment, hein, que toutes les choses soient bien claires, mais à partir du moment où on met en avant ce que l'on fait tout en étant conscient des limites de ce que l'on a entrepris, ça permet d'entamer une communication responsable avec ses parties prenantes, et c'est important dans votre démarche. Partie prenante, c'est aussi en général un gros mot. Est-ce que tout le monde comprend le terme de partie prenante ? Bien non. Les parties prenantes, c'est dans une chaîne de valeur, que vous soyez organisation, association, entreprise, vous avez des clients, des employés, des financeurs, des associations, la presse, etc. Donc ce sont des acteurs qui sont autour de vous, et dans une démarche de responsabilité sociétale, on fait le travail de hiérarchiser ces parties prenantes pour travailler avec les plus importantes. Donc inexorablement, quand je suis une entreprise, je vais travailler avec mes clients, avec mes salariés, avec mes fournisseurs en priorité, mais peut-être aussi avec la commune, et en fonction de ma manière de hiérarchiser, je vais hiérarchiser mes actions aussi. Et donc, si tout le monde est plus impliqué, si tout le monde en parle de manière structurée, eh bien, inexorablement, j'aime beaucoup ce mot, vous avez beaucoup plus de chances de faire perdurer votre démarche. D'où le fait que la responsabilité sociétale est pour moi une belle structure pour parler de votre entreprise. Merci beaucoup.